Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Kaina qui va nous parler de l'éco-responsabilité dans la recherche. Donc, c'est une thématique qui reste scientifique, on va pouvoir en discuter, mais qui est hors thématique de nos champs de recherche habituels et qui est au cœur de la discussion du muséum actuel. Merci Romain. Donc, juste rapidement, je vais me situer, histoire parce que je viens d'arriver au muséum, donc tout le monde ne me connaît pas. Je fais partie de l'UMR MECADEF, de l'équipe ECO3. Je prends la suite de Christine sur la responsabilité scientifique des collections d'arachnides. Et mes sujets de recherche, c'est sur les araignées, écologie et évolution, dans les écosystèmes tropicaux et insulaires principalement. Et je fais de l'écologie des communautés, de la biogéographie, de la phylogéographie. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'éco-responsabilité de la recherche. Vous comprenez bien que ce n'est pas mes sujets de recherche, tous mes sujets d'intérêt à côté de la recherche. Enfin, c'est des sujets pour moi qui sont transversaux et hyper importants à traiter dans la recherche. Et à ce titre-là, depuis que je suis arrivée au muséum en octobre 2024, j'ai rejoint le groupe éco-responsabilité de la recherche du muséum et j'ai redynamisé le groupe d'éco-responsabilité de la recherche au sein de l'UMR, de mon UMR. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de vous parler de quelle recherche responsable face à la crise écologique et plutôt qu'on se questionne ensemble et que je vous partage un petit peu les constats qui sont faits sur l'état de la recherche actuelle, notamment en France. Donc, je vais faire un petit rappel de la crise écologique actuelle et à venir. Je vais relister un peu rapidement les engagements internationaux qui ont été pris pour faire face à cette crise écologique. Après, je vais rentrer plus dans le sujet de la recherche et de ses impacts. Puis, je vais vous parler un peu des discours d'inaction climatique qui existent dans notre corps de métier. Et je vais un peu vous titiller pour vous demander à vous, au sein de l'ESIEL, enfin pour les personnes qui font partie de l'ESIEL, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Et je vais commencer par vous poser des questions. Je vous invite à le faire, à répondre à main levée. D'après vous, votre retraite, on va se baser sur 2070, parce que tout le monde n'a pas le même âge et pas dans le même niveau de carrière. Donc, votre retraite ou celle de vos enfants sera en 2070. Est-ce qu'on sera dans un monde à moins de plus de degrés par rapport à l'ère pré-industrielle? Donc, je ne sais pas si ce référentiel il est connu par tout le monde, mais quand on évalue les évolutions de température vis-à-vis du changement, enfin, dans le cadre du changement climatique, on se base par rapport à l'ère pré-industrielle. Donc là, plus de degrés, c'est plus de degrés par rapport à l'ère pré-industrielle. Donc, d'après vous, est-ce qu'en 2070, on sera à moins de 2 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle? Dans la salle, il n'y a personne en tout cas. De 2 à 3 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle en 2070. Plus 3 à 4 degrés. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, on se situe, on pose la question. OK. Et au-delà de 4 degrés, il y a quelques pessimistes. Il y a quelqu'un en ligne qui dit D. D, OK. Merci. Hop. Pas la réponse. Dans quelle mesure est-ce que vous vous sentez préoccupé? Dans quelle mesure est-ce que vous vous sentez préoccupé par la crise écologique? Est-ce que vous ne vous sentez pas du tout préoccupé? En présentiel, il n'y a personne. Un peu préoccupé? Mais que c'est assez subjectif comme échelle de valeur. Assez préoccupé? OK. Très préoccupé? Il y a la majorité dans la salle. Probablement que les gens pas préoccupés sont juste pas venus aujourd'hui. Ça ne veut pas dire. En ligne, il dit D aussi. Donc, OK. Bon, on est entre personnes qui se sentent concernées. Donc, c'est un peu biaisé. Et du coup, d'après vous, le rôle des scientifiques dans tout ça, est-ce que c'est rien de spécial? Réduire notre empreinte carbone? Il peut y avoir des réponses multiples, hein. C'est pas exclusif. OK. Convaincre les médias et les politiciens? OK. Quelques personnes qui le souhaitent. Réorienter ses recherches sur la crise? Mitigé. OK, il en faudrait, mais pas forcément mal que ça. Réorienter ses recherches sur les solutions? Ça dépend de quelle solution. Ça dépend de quelle solution. Pour trouver des nouvelles voies énergétiques, moi j'aurais aimé, mais c'est pas ma compétence. Oui, bien sûr, on reste dans notre champ de compétences, forcément. Ou s'engager. OK. en ligne, il y a ça d'un point de vue individuel que d'un point de vue scientifique.
Ok, donc toi, tu le vois plus en tant que citoyenne plutôt qu'en tant que scientifique. Et là, la question, c'est quand même le rôle des scientifiques, donc pas l'engagement en tant que scientifique. Ok. Enfin, Il y a un peu, un peu. mais pas dur. Ok. Ok, donc là, ça nous donne un peu, voilà, on sait on sait qui sont là, qui est là. Rapidement, je vais vous rappeler le concept des limites planétaires. Je ne sais pas si c'est un concept qui est familier à tout le monde. C'est en gros les conditions sur Terre qui permettent la survie de l'espèce. Et il y en a 9 qui ont été définies, donc qui concernent les ressources en eau souterraine et de surface, donc représentées par ça, le changement climatique, l'effondrement de la biodiversité, le changement d'utilisation des terres, la pollution et le cycle d'azote et de phosphore. Et à l'heure actuelle, on a dépassé 6 des 9 limites planétaires. Donc on est déjà dans le rouge par rapport à 6 des conditions qui permettent la survie de l'espèce humaine sur Terre. Si je le dis grossièrement, on est un peu dans la merde quand même. Et dans le 6e rapport du GIEC, ils ont noté noir sur blanc, la vie sur Terre peut se remettre d'un changement climatique majeur, l'humanité ne le peut pas. Donc à l'heure actuelle, on est dans cette situation-là. Si on continue comme ça, on va dans le mur. Le mur, il se dessine déjà très clairement. 2024, ça a été listé comme l'année de tous les records. On était à plus 1,64 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle. Et là, quand on regarde la courbe d'évolution des températures depuis l'ère pré-industrielle, on est en constante augmentation en moyenne. Il y a des années qui sont un peu moins chaudes, mais grosso modo, on augmente et on va toujours vers du pire. Qu'est-ce que ça veut dire plus 1,64 degrés? C'est des sécheresses. Donc j'ai mis un petit peu les pays dont on n'entend jamais parler parce qu'on se centre sur l'Europe, sur l'Occident grosso modo. Mais en 2024, c'était des sécheresses en Zambie, au Zimbabwe, au Malawi, des canicules en Inde, en Chine, au Mexique, en Grèce, en Arabie Saoudite. Là, je ne sais pas si vous avez entendu, j'ai vu ça hier, au Tchad, ils ont atteint 44 degrés, là déjà. Donc il y a déjà une partie de la planète qui est invivable pour une partie de la population humaine. Des cyclones comme celui de Mayotte et des inondations. Bon, il y en avait plein. On avait l'exemple de l'Espagne qu'on a vu partout dans les médias, mais il y en a eu plein ailleurs. Enfin, il y a plein de pays d'Afrique qui ont été touchés, on n'en a absolument pas parlé. Si on s'intéresse au cas juste de la France et de la France hexagonale, il y a eu une étude qui a été faite par des chercheurs du CNRS ils ont en fait repris les scénarios du GIEC et ils l'ont adapté localement à la France pour savoir quelles sont les possibilités d'évolution des températures sur le territoire national. Donc, ils avaient déjà fait un état des lieux. Donc, pour ça, ils ont pris les relevés des stations météo en France un petit peu partout, puis ils ont réutilisé les scénarios du GIEC. Donc, ils ont fait l'état des lieux en 2020 à l'échelle de la France hexagonale. En 2020, on était déjà à plus 1,6 degré. Donc, le plus 1,6 degré de 2024, c'est à l'échelle globale. En 2020, en France, on était déjà à plus 1,6. Donc, plus 1,6, c'est quoi? C'est ce qu'on a connu en 2022, des feux de forêt un petit peu partout, la Gironde qui brûle, de la sécheresse partout, les grands cours d'eau à sec. Et quand on regarde quels sont les 3 scénarios principaux, si on arrive à respecter les accords de Paris, à l'échelle 2100, on sera dans tous les cas à plus 2,3 degrés. Si on modère relativement nos émissions, on arrive quand même à plus 3,8 à l'échelle du territoire national. Et par contre, si on continue comme aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas, à l'heure actuelle, on n'a pas du tout réussi à infléchir les émissions de gaz à effet de serre, on arrive à plus 6,7 degrés. Donc, autant dire que ce n'est pas du tout souhaitable. Ces 2 scénarios, forte émission et émission modérée, c'est 40 à 50 degrés tous les étés. Donc, c'est 2022 tout le temps. Et à partir de 2050, on n'a plus d'eau l'été. Donc, vraiment, le constat, il est terrible. On ne va pas réussir à vivre dans les conditions dans lesquelles on a vécu pendant encore très longtemps. Et un autre constat qui est terrible, c'est que c'est sûr, cette situation, elle est liée à l'humain. Elle est d'origine. Il est responsable de la classe de la... Ouais. Ah ouais. Donc, on n'a plus de doute sur l'origine de la crise écologique. D'un point de vue crise climatique, c'est certain, elle est d'origine anthropique. D'un point de vue crise de la biodiversité, l'IPBES, il y a plein d'origines, mais toutes elles sont d'origine anthropique aussi. Donc, face à cette crise écologique, on le voit actuellement quand on se balade dans Paris, il y a des super fanions. Ah oui, 10 ans d'engagement de Paris internationaux pour le climat. Donc en 2015, tous les pays s'engageaient à réduire considérablement les émissions mondiales de gaz à effet de serre dans le but de limiter à plus 2 degrés le réchauffement planétaire au cours du siècle.
Et encore mieux, on voulait pouvoir arriver à rester sous la barre des 1,5 degrés, donc on a déjà dépassé. À votre avis, est-ce que vous savez quelle est l'empreinte carbone individuelle pour chaque personne à respecter pour rester sous cette barre des 1,5 degrés en tonnes, en équivalent de CO2, en tonnes d'équivalent CO2 par an par personne? Deux propositions? Deux? Aucune idée, peut-être? C'est effectivement 2 tonnes équivalent CO2 par an, par personne et par an. Donc les objectifs de l'État français, c'était, je crois que c'était à l'international, en 2030, on devrait avoir réduit de 40% nos émissions de gaz à effet de serre et en 2050, de 80%. Depuis, l'État français a été condamné 2 fois pour inaction climatique. Ils n'ont pas du tout respecté les accords qu'ils avaient signés en 2015. Est-ce que vous savez quelle est l'empreinte moyenne, pareil, toujours en gaz à effet de serre, d'une Française? 6 ou 7 tonnes? 10, 12? Qui dit mieux? Allons-y, hein, c'est les enchères. Comment? Non, quelque part entre les deux, mais il me semblait que c'était dans l'année 2001, c'était 13, et en fait c'était moins, mais ouais, je vois ici 7 aussi, mais peut-être que c'est sous 9,4. Pas mal. Beau score. On est très loin des 2 tonnes. Même quand on regarde, ça c'est un graphique qui représente les volets d'émissions des Français françaises, donc il date de 2021, il n'est plus tout à fait à jour, mais enfin, grosso modo, ça nous donne une idée des ordres de grandeur. Bon, le mode de déplacement, ça nous met dans le rouge, hein, quand on prend la voiture. Notre alimentation, enfin, les 2 volets principaux, c'est l'alimentation et les modes de déplacement. Le logement, c'est assez énorme. Il y a certains collègues là, dans Mecadef qui ont calculé leur empreinte gaz à effet de serre qui sont hyper choqués parce qu'en fait, c'est le logement, quand on se chauffe au fioul, ça nous met tout de suite dans le rouge, mais forcément, hein, enfin, il y a une énergie fossile, c'est pas étonnant. Donc la maison et les dépenses publiques. Mais en fait, les dépenses publiques, elles nous bloquent toutes à 2 tonnes. Donc déjà, si ce qui montre que ce n'est pas juste des changements à l'échelle individuelle, il va falloir aussi changer à l'échelle collective. Parce que rien qu'à l'échelle collective, on a 2 tonnes de dépenses d'équivalent CO2 par an. Ok, donc ça, c'est le constat à notre échelle de citoyens-citoyennes. Si on s'intéresse maintenant à la recherche, qu'est-ce que la recherche? Histoire de donner une petite définition pour se mettre d'accord. La recherche, c'est, enfin, évidemment, on en fait tous et toutes quasiment au quotidien. C'est ce qui permet des découvertes, des inventions, des nouvelles connaissances et des nouvelles possibilités d'action sur le monde. Là, la recherche, on l'aime beaucoup comme ça. Mais par contre, elle est académique ou industrielle. Donc, c'est histoire de dézoomer en fait de notre propre situation de chercheurs-chercheuses dans le monde du public, en sciences humaines ou expérimentales, civiles ou militaires, financées sur des fonds publics ou privés et à motivation fondamentale ou appliquée. Donc la recherche, c'est pas que nous, il y a tout un champ immense de recherche. Et François Granin, donc c'est à lui que j'ai piqué les définitions, dans une présentation qu'il avait nommée Faut-il interdire la recherche? Que je vous invite à regarder parce qu'elle est assez intéressante en termes de réflexion. Parler des financements de la recherche, ça m'a vachement interpellée. Vous disiez, si le but de la recherche était uniquement d'augmenter la curiosité humaine, nos financements proviendraient de la culture. Mais l'ensemble de la recherche est considéré comme un moteur de la croissance. Hein, Emmanuel Macron le répète régulièrement, c'est la compétition internationale. Et donc les pays mettent ça en avant, et c'est pour cette raison-là qu'ils financent la recherche. Donc c'est toujours une recherche de croissance, de compétition, de développement. Donc il faut quand même qu'on se pose la question, nous aussi, dans ce système recherche, quels sont nos objectifs et vers quoi on veut aller, quel est le modèle de société vers lequel on veut aller et dans quel contexte on est utilisé. Parce qu'on ne peut pas juste se dire, OK, on fait nos petites recherches, moi mes petites recherches sur les araignées, elles sont inoffensives. En fait, je fais partie du système recherche, donc je fais partie de la compétition internationale. Les impacts de la recherche, ils sont assez divers. En fonction de nos sujets de recherche, ils sont complètement différents. Mais en gros, il y a des impacts directs qui sont écologiques, hein, en termes d'énergie, de matière et d'environnement. Donc ça impacte le climat, la biodiversité et les ressources, forcément. Notre activité, elle n'est pas neutre. Pour avoir cet ordinateur-là, il a fallu extraire des minerais, probablement déforester, je ne sais pas où. Ça impacte la biodiversité, on utilise des énergies fossiles. Enfin, voilà.
on est inclus dans le système qui a des impacts écologiques. Il peut y avoir des accidents, type je sais pas, accident nucléaire, Covid, etc., etc. Et il y a des impacts indirects de la recherche qui sont liés à l'utilisation des résultats de la recherche, desquels on ne peut pas se dissocier, même si nos recherches, a priori, elles sont pour le bien commun. Il peut y avoir des utilisations, notamment par le monde de l'industrie, de nos recherches, et ça, on ne peut pas s'en dissocier. Et enfin, un autre impact, c'est la recherche utilisée comme moteur de croissance. Comment est-ce qu'on fait dans ce contexte-là pour continuer à faire de la recherche? Donc, il y a certaines qui s'intéressent à mesurer les impacts directs de la recherche, donc leurs impacts écologiques. Donc, il y a notamment bilan carbone, maintenant on utilise plutôt le terme bilan gaz à effet de serre, BGES. Et donc là, il y a le groupement de recherche Labo 1.5 qui a développé une méthode pour calculer notre bilan gaz à effet de serre. Et il y a aussi des personnes qui sont plus ambitieuses et qui s'intéressent à calculer l'analyse de cycle de vie. Donc, c'est un bilan environnemental global. C'est pas juste on s'intéresse au gaz à effet de serre, on va prendre en compte l'énergie, le coût, les coûts, les impacts sur les ressources en matière. On ne voit pas bien? Juste pour rapprocher le micro. Ça marche. J'ai essayé de faire ça hyper discrètement. Ça va suffire. Tu es invisible. Des impacts de la recherche, le CNRS a calculé déjà 2 fois son bilan gaz à effet de serre. Est-ce que vous avez une idée en tonnes par agent du bilan? À nouveau, hein, même question, on a vu 2 tonnes, 9,4 tonnes. À votre avis, en moyenne, pour un agent, une agente du CNRS, tout corps de métier confondu, toute thématique de recherche confondue, quelle est l'empreinte carbone? Uniquement lié à la recherche, pas la vie professionnelle, pas la vie personnelle. Pas la vie personnelle, ouais. Juste les domiciles. Domicile travail, ça compte dans le bilan gaz à effet de serre, ouais. Les domiciles. Et l'émission, ça compte. Les vacances, ça compte pas, mais l'émission, ça compte. Donc, quand on parle de vacances pendant l'émission, c'est. Ah, On y va. Une quinzaine? Qui dit mieux? Par personne. Par personne. Quand on fait la moyenne, du coup, quand on prend autant les personnes de la gestion administrative que les personnes. supérieure à la moyenne de 9. Ah bah, je ne sais pas, je vous pose la question. À votre avis? D'accord. Au moins le double. Donc, toi, tu dirais 18? 20? Moins? Vraiment, on essaye de se situer. Non, ça compte pas notre domicile. Le trajet domicile-travail. Si je vais en jet privé tous les jours au muséum, ça compte dans l'empreinte carbone du muséum. 6 tonnes. Ouais. 14,7. Olivier, je savais. Ça, c'est le CNRS, hein. Le muséum, c'est beaucoup moins. Le muséum, il sait pas encore, c'est ça? Ah, si, évidemment, le CNRS, il flambe. Si, le muséum, On sait. Ah, ok. c'est 10. Voilà. Mais attends, mais comment le muséum sait si les UMR n'ont pas calculé leur bilan gaz à effet de serre? Les bilans ont été faits, mais sur les parties budget MNHN des UMR. Ah, je savais même pas ça, ok. Ah, si, si, Alors, le temps, ils font des missions référentes. voilà, détaillé par Donc, ok, donc ce que Olivier nous dit, je répète, je suis plus près de la chouette, c'est que à l'échelle du MNHN, pour la recherche ou pour toutes les activités? pour toutes les activités. Pour toutes les activités du MNHN, c'est 12 sites. les 12 sites, c'est 10 tonnes Ouais. par an, par agent. Ok. Et donc à ça, il faut rajouter le bilan personnel. Ouais. Voilà, c'est ça. Alors, Enfin, c'est une partie, ça se recoupe, Oui, oui. notamment sur le domicile de travail, etc. Comme vous dire, les gens, ils dépensent autant que le travail. Est-ce que vous avez une idée Ça coûte autant de vivre que de travailler. de l'empreinte gaz à effet de serre moyenne d'un ou une employée en France? Donc, c'est une étude qui a été publiée en 2017, qui a été faite sur 7 entreprises. Donc, ce n'est pas forcément représentatif de toutes les entreprises, mais ça nous donne un point de comparaison. Lié au travail de ces personnes. Oui, les employés. Donc, vraiment, c'était La Poste, France Travail, enfin, c'était Pôle emploi à l'époque,
SNCF, je crois, etc. Enfin, il y avait sept entreprises. Pour la SNCF, ça prend pas en compte la fabrication des rames de train, etc. ou pas. J'ai pas le détail pour la SNCF en particulier. Ouais. Mais à votre avis, enfin, à nouveau, hein, on joue, on fait des fourchettes. Je dirais que c'est moins que le CNRS parce que nous, on fait beaucoup de choses. Ouais, merci, d'accord. Moins que le CNRS, mais en termes d'ordre de grandeur, parce qu'on est quand même à Je 10 dirais tonnes. au moins 2 fois moins. 2 fois moins, Moi, j'aurais 7. donc 7 tonnes. Non, c'est dans l'autre sens. 360 kilos Ah ouais. équivalent CO2 Ouais. par employé. J'ai mis des petites flammes, hein, parce que nous, Ah ouais. clairement, on crame en enfer, là. C'est une entreprise publique, c'est pas tout là. Mais Oui, c'est ça, en fait. ils n'ont pas du tout les mêmes modes de travail non plus, enfin, forcément. Ouais, non, mais- C'est pas comparable, mais ça nous donne une idée de l'impact environnemental de l'activité recherche. Mais alors pourquoi on dépense tellement d'argent par la recherche? On sait c'est quoi le biais, quoi. Bah, ça, C'est par exemple, énorme. quand tu regardes pour le CNRS, là, tu as le petit camembert qui regroupe Oui. les J'arrive pas à lire, non. achats immobilisés, les équipements scientifiques, c'est la majorité. Donc là-dedans, ça comprend, en fait, ce qu'il faut dire, c'est que on est sans trop centré sur nos recherches en écologie, environnement, biologie, mais ça comprend aussi l'astrophysique, par exemple. Donc lancer des satellites, construire des observatoires, c'est un coût environnemental énorme. Oui, bah, les muséums, il y a le truc, là, Ah oui, en muséum, on est à 10. Et on lance pas de. Non, mais Olivier pourrait nous en parler, mais On est exactement ça. Même en termes d'équipement informatique, on dépense plus que si moi je pouvais me le payer moi-même, quoi. enfin, peut-être qu'Olivier, tu peux nous dire à l'échelle du muséum. Comme pour le CNRS, oui. Au muséum, comme pour le CNRS, l'impact principal est lié aux achats. Ok. On le voit. On entend beaucoup parler quand on échange avec vous de consommation énergétique. Ce n'est pas le premier poste. Le premier poste, c'est vraiment les achats. Alors après, il y a beaucoup d'incertitudes sur les facteurs d'émissions qui amènent au calcul des émissions de CO2 des achats, mais c'est un poste important. Puisqu'on achète le L'activité de flux, on achète en chômage, Il y a les ordi, les matos informatiques, je pense que ça doit avoir un bon bilan. non, c'est pas très cher, c'est pas très cher. Non. avec Non, les ça, thermosifères, les ceci, les cela, forcément, Non, il y mais a un c'est pas très, volume. à mon avis, c'est pas. Mais c'est l'accumulation. Combien d'ordinateurs on achète par an, combien de scanners 3D, mais il y a aussi la ménagerie, il y a aussi la grande galerie, enfin, il y a des bateaux qui sont achetés par certains labos. En fait, il y a plein de choses. Moi, la bombe, je n'ai pas fait de question sur tout ce qui est consommable. On peut réduire les chiffres aussi, mais de manière simple, c'est 56 millions d'euros d'achat dans l'année 2022, je crois, pour environ 1800 agents, collaborateurs. Ça fait un ratio de dépenses hyper important et qui explique ça. Dans les particuliers, on n'a pas ce ratio de dépenses. Ouais. Et donc, c'est vraiment important, c'est comment on fonctionne, quels sont ces flux. Du coup, sur l'informatique, une des préconisations, ce sera, à votre égard, prenez soin de votre matériel, par exemple, tout simplement. Gardez-le longtemps. Gardez-le longtemps. Pour situer, parce que je suis pas certaine que Olivier, tout le monde te connaisse. Donc, et je sais pas en ligne si on voit bien, mais On ne voit pas, on voit pas. on entend. Ok. Je suis Olivier Penaud, délégué développement durable du muséum, Voilà. pour l'ensemble des sites du muséum. Donc, tu as notamment participé ou rédigé toi-même le plan de sobriété du muséum. Voilà. Voilà, pour histoire de situer un peu. Toi, Olivier, quand tu parles de la comparaison MNH CNRS, là, c'est tout le muséum, c'est pas que l'activité scientifique du muséum. Alors que le CNRS, c'est que l'activité scientifique. Ils ont sorti le bilan des labos. Pardon? Le bilan est peut-être faible, le bilan des labos, mais je crois que l'empreinte muséum n'a pas tenu compte de l'activité des chercheurs. D'accord. Alors, on a tenu compte de l'ensemble des activités de ce qui était acheté par la tutelle du muséum. Quand on est dans Oui, mais du coup, CNRS, CNRS, ça va les dans le bilan dépenses Donc, ils n'ont pas fait non plus. dans le. Ils ont fait que les sites sans CNRS. Ah, Donc, ça réduit. pas les UMR, enfin, pas les. Ah, ok, Et d'accord. c'est pour ça que GES Ah ouais. propose, enfin, Labo 1.5 propose Les bilans sont plus. l'outil pour Oui. les labos, C'est intéressant. où là récemment, il y a un mec qui vient de tomber sur le petit campus
pour être à l'échelle de l'Institut. Et on a quand même intégré, je pense, 80% des impacts environnementaux des labos dans nos. Donc nous, il y a encore plus, parce on fait aussi partie de l'enseignement supérieur. Donc il ne faut pas oublier l'activité d'enseignement, même si c'est pas, enfin c'est le muséum, c'est un petit peu particulier. Mais ça a été calculé à l'échelle de l'Europe, donc à nouveau c'est une fourchette, un ordre de grandeur. Mais juste en tant qu'employé de l'enseignement supérieur, on émet 7 tonnes d'équivalent CO2. Donc là, à nouveau, c'est en termes de salariés. Et les étudiants et étudiantes, juste en venant à la fac, ou au minimum, émettent 2 tonnes d'équivalent CO2. Donc, toutes ces empreintes gaz à effet de serre, elles s'ajoutent, elles s'entrecroisent. Et ce qui fait qu'en tant qu'individu, nous, aujourd'hui, on a un bilan gaz à effet de serre qui comprend à la fois les 9,9 ou 9,4 tonnes équivalent CO2 des Françaises, les tonnes équivalent CO2 des employés de l'enseignement supérieur et celles des agences CNRS muséum. Je n'avais pas l'info des 10 tonnes, mais j'aurais pu la rajouter. Excusez-moi. Oui. Les 7 tonnes, ça veut dire l'activité de recherche. Non, enseignement. L'activité d'enseignement. L'activité d'enseignement. Vous avez en fait maintenir les universités ouvertes, faire tourner la maison, quoi. Faire venir des gens de l'extérieur peut-être pour faire certains enseignements. Enfin, tout ça, ça coûte par enseignant 7 tonnes. À nouveau, c'est des moyennes, c'est pas à l'échelle du muséum. Mais c'est pour nous représenter les personnes qui travaillent dans le. Finalement, vu les moyens qui nous ont été alloués à l'université pour enseigner, la réduction des travaux pratiques à la portion congrue, je vois pas, enfin, j'arrive pas à voir. Mais par exemple, si on compare dans notre empreinte personnelle, individuelle, juste la maison consomme énormément. Non, mais alors, Non, la mais maison, du coup, alors là, je suis à 100%. Oui, mais en fait, je suis à 100% pour une raison simple, c'est que les 3 quarts des immeubles, enfin, sauf ceux qui sont en cœur de taille, hein, il y a des déperditions énormes. Oui, mais du coup, les universités, c'est la même chose. Déplacement domicile-travail pour aller travailler dans l'enseignement supérieur, ça consomme. L'alimentation au travail des enseignants de l'enseignement supérieur, ça consomme. Si on mange de la viande tous les jours, regardez, c'est un impact environnemental énorme. Et évidemment, c'est pour ça que j'ai fait des cercles qui se recoupent. C'est qu'on mange une fois, a priori, on mange une fois le midi par jour. On ne mange pas en tant qu'enseignant, puis en tant que chercheur, puis en tant que citoyen. Donc, on va manger une seule fois, mais donc ça se recoupe. Un exemple vraiment basique, mais ces consommations, elles rentrent en compte dans le bilan gaz à effet de serre, même de l'enseignement supérieur. Parce qu'en tant qu'individu travaillant dans l'enseignement supérieur, on consomme, que ce soit pour aller au travail, en mangeant, les bâtiments consomment, les enseignements consomment, etc., etc. Bon, ça, c'est assez. Enfin, voilà. Je vous invite à respirer, parce que c'est quand même assez accablant. On a une activité professionnelle qui est consommatrice en gaz à effet de serre et qui est probablement pas durable dans un monde où on a déjà dépassé 6 des 9 limites planétaires. Donc là, vraiment, il va falloir qu'on se pose des questions sur comment est-ce qu'on continue notre activité professionnelle si on veut maintenir un état de vie sur la planète pour notre espèce. Et donc, il y a une nécessité de discuter collectivement du pourquoi, comment et qu'est-ce qu'on fait comme travaux de recherche pour pouvoir continuer sur la planète à avoir une activité professionnelle en tant que chercheur-chercheuse. Et probablement, il y a probablement besoin de changement dans la manière dont on le fait à l'heure actuelle. Donc, il y a des choses qui bougent un petit peu dans la recherche française. Notamment, en 2022, le comité d'éthique du CNRS émet un avis disant qu'il relève de l'éthique des chercheurs et chercheuses de prendre en compte les impacts environnementaux de leur recherche. Donc, c'est plus juste l'éthique de la recherche, c'est plus juste pas plagier ses travaux. Hein. On doit prendre en compte l'environnement, l'impact environnemental de nos recherches. Ça relève de notre éthique. Il y a la Labo 1.5, du coup, le groupement de recherche, qui crée des outils pour nous permettre d'évaluer notre empreinte gaz à effet de serre. Pour autant, aujourd'hui, un labo sur 2, quasiment, en France, a calculé son empreinte gaz à effet de serre, mais très peu d'entre eux ont pris des actions pour réduire leur empreinte gaz à effet de serre.
Donc on en est au stade de OK, on calcule, par contre on n'agit pas. Et on n'arrive pas encore à passer à l'action. Voire pire, on est des bons donneurs de leçons pour les autres, mais on vraiment ne regarde pas sous le tapis chez nous, quoi. Donc s'il y a de très... Ça, c'est une enquête qui a été produite par l'INED en 2022, et je vous ai pareil relevé un passage qui dit s'il y a de très importantes préoccupations pour les enjeux écologiques dans la recherche française, il y a aussi peu d'engagements visant à réduire l'empreinte carbone des pratiques de la recherche. Et un autre passage, je ne sais plus si je l'ai cité, je crois pas, mais qui dit, bon voilà, on est très fort à donner des leçons de morale, par contre, nous, on ne change pas du tout, et notre empreinte de gaz à effet de serre, elle est équivalente à celle du citoyen, citoyenne moyen. Oui, la maison brûle, mais on regarde à côté. Pire, on a des discours forts d'inaction climatique au sein de la recherche. Donc, ça, c'est pareil, une étude qui a été publiée en novembre 2023, qui a été réalisée par des entretiens semi-directifs des membres de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et donc, Guillaume Carbou et Léa Sébastien ont aussi assisté à des réunions dans diverses universités françaises, donc des réunions des Green Labs, des séminaires de co-responsabilité de la recherche dans divers établissements de recherche. Et ce qui montre, c'est que les rhétoriques d'inaction climatique dans l'enseignement supérieur, elles sont autant mobilisées que dans le reste de la société. Donc, alors qu'on est a priori, et en plus nous, enfin, majoritairement nous en biologie, très au contact des impacts du changement climatique de par le fait de travailler sur le vivant, on est capable d'être aussi, entre guillemets, hypocrite que les autres citoyens citoyennes et de dire non, mais en fait, on ne peut pas changer. Moi, je pense que c'est hypocrite. Je sais pas. Je sais pas. C'est une bonne question. Est-ce que c'est que de l'hypocrisie? C'est la peur du changement. Enfin, il y a plein de dynamiques psychologiques qui rentrent en compte. Non. Pour autant, on a tendance quand même à dire oui, mais non, mais la science est neutre, on arrive à prendre de la distance par rapport à la réalité. Ben, là, on n'y arrive pas. On est vraiment pieds et poings liés. On n'a tellement pas envie de changer et perdre notre confort qu'on est capable de ressortir les mêmes inepties que tout le monde quand ils n'ont pas envie de changer. Il y a des arguments qui sont propres à l'enseignement supérieur et de la recherche, et certains sont valides. Et en fait, vraiment, ces discours d'inaction climatique propres à la recherche, je pense que c'est les nœuds sur lesquels il faut qu'on se concentre pour débloquer la situation. Si on ne parle pas de ces sujets-là, on va juste se retrouver comme tout le monde à calculer nos bilans gaz à effet de serre, juste à dire ah ben non, en fait non, on ne veut pas arrêter de partir en mission, on ne veut pas arrêter d'acheter le dernier Mac parce qu'on a besoin de faire plein de gros calculs. Et donc on va juste continuer comme tout le monde. Oui, oui, on va continuer à utiliser. Il y a des labos qui décident de recycler, d'utiliser du verre, enfin plus de verre après pour les micropipettes, c'est compliqué. Bah oui, mais en fait on en revient. Dans les discours d'inaction climatique propres à la recherche, il y a notamment la perte de compétitivité académique. Et là, on le sait, hein, on est tiraillé entre les évaluations HCERS qui nous disent oui, il faut toujours être plus compétitif, et puis le plan de sobriété du muséum, le schéma directeur développement durable du CNRS qui dit non, non, mais il faut en faire moins quand même. Enfin, il faut en faire moins. Il faut faire mieux, mais toujours être compétitif. Donc voilà, là, c'est un énorme tiraillement, mais il faut qu'on se situe, nous, par rapport à ça. Est-ce qu'on décide de suivre les directions de toujours plus de compétitivité internationale, toujours plus de compétitivité dans la recherche, aller chercher les gros impact facteurs, etc. Ou alors est-ce qu'on se dit, en fait, non, c'est plus cohérent, on ne peut pas continuer comme ça. Il faut se positionner vis-à-vis de cette question. Alors, un des discours typiques de l'inaction climatique dans la recherche, c'est non, mais en fait, on n'a pas le bilan gaz à effet de serre extrêmement précis. Je ne sais pas combien on consomme pour l'émission, donc on va d'abord s'intéresser à calculer pendant 10 ans notre bilan gaz à effet de serre, et puis après, peut-être, on essaiera de trouver des solutions. Ah non, au bout d'un moment, désolé, mais on s'en fout un peu. On a une estimation globale, on va comparer d'année en année. On sait que ce n'est pas la méthode la plus rigoureuse, mais l'idée, c'est d'avoir des points de comparaison et de travailler là-dessus et de faire changer les choses. On ne peut pas se dire, et je suis désolée, moi, dans le plan de sobriété, par exemple, du muséum, dire il faut développer un indicateur biodiversité. L'effet que ça me fait, c'est exactement ça. C'est OK, encore un indicateur biodiversité, alors qu'on sait juste que imperméabiliser un chemin là,
c'est mauvais pour la biodiversité. J'ai pas besoin d'un indicateur pour dire que quelle est l'espèce? C'est l'habitat picard? C'est la vitesse obstétricale qui était là, je ne suis même pas sûr qu'ils sont encore là. Attention, hein, si tu commences à attaquer le plan de sobriété, je vais demander un droit de réponse des limites. C'est C'est une discussion. Hein. Oui, non, mais je suis pas là pour. D'ailleurs, j'étais intervenu quand ils avaient commencé à faire, j'avais envoyé un message sur la discrimination, et depuis je suis tricard, ça fait 10 ans que je n'ai pas pu poster sur la discrimination. Disparition avérée, c'est les colamboles. Ah aussi, Les populations pandémiques du plus marquées du muséum. Et avec la bétonisation, enfin, tous les travaux. C'est terminé. Mais il n'y a plus un arbre, il n'y a plus un arbre, il n'y a plus une mauvaise herbe. Enfin bref, ça la preuve que. Donc voilà, donc quand on se concentre à évaluer avant d'agir, bon, bah, on en arrive à des situations un petit peu comme ça qui se juste. Enfin, c'est marcher sur la tête. Est-ce qu'on peut le faire après? Ta première partie d'exposé concerne les gaz à effet de serre avec des mesures qui deviennent un petit peu. Je parle du plan de sobriété après du muséum. CO2. Donc, ces muséums n'essayent pas de réfléchir à quelque chose sur la biodiversité, alors que la plupart de la recherche, l'expertise à ces sujets-là est concernée par ces sujets-là vis-à-vis des entreprises. Non, à un moment donné, on se pose, on essaie de trouver, on voit ce qu'on peut trouver, et c'est justement une intention après pour étendre un indicateur de biodiversité au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Oui, mais du coup, le fait que ça fasse partie intégrante du plan de sobriété, que ce soit présenté comme le truc central du plan de sobriété, c'est un guide et ça n'empêche pas les 12 actions. Non, je suis d'accord, mais en fait, il y a des choix qui ont été faits lors de la communication qui mettaient ça extrêmement en avant, et pour moi, ça relève de l'expertise du muséum, et ça ne relève pas du plan de sobriété. Donc, je suis tout à fait d'accord que c'est nécessaire que le... Ok, on pourra en discuter après. Je propose de continuer un petit peu à dérouler mon... C'est le plan de sobriété du muséum. C'est le muséum que ça s'est représenté. Oui, mais c'est le plan de sobriété, c'est pas la direction de la recherche au muséum. C'est différent, c'est un petit peu différent. Oui, d'accord. Un autre des discours d'inaction climatique, c'est de dire on n'est pas les pires. Tant qu'il y a Air France, Airbus, etc. qui continuent, Total Energy qui continue, on ne va pas changer. Pour moi, ça, c'est pas une position qui est acceptable. On ne peut pas se niveler par le bas et se dire oui, de toute façon, Pouyanné, Bolloré, etc. Bernard Arnault ont des consommations largement supérieures aux nôtres. De toute façon, on est les pauvres de la société. Non, c'est faux. On le voit par rapport aux employés moyens, moyennes. On a un bilan gaz à effet de serre qui est énorme. On ne peut pas se dire on n'est pas les pires. On fait partie des pires quand même. D'autres personnes qui présentent les libertés académiques, enfin qui brandissent les libertés académiques, et comme quoi les limites imposées pour des raisons écologiques viendraient impacter les libertés académiques. Alors, c'est un argument qui pour moi n'est pas recevable. On n'est pas au-dessus de la société. Hein. On fait partie de la société. On doit prendre les responsabilités comme telles. Et c'est pas parce que historiquement on a des libertés académiques. On a aussi une éthique. Le CNRS, le comité d'éthique du CNRS nous le rappelle. On a aussi des responsabilités. Donc c'est pas parce qu'on était libre jusqu'alors de faire ce qu'on voulait entre guillemets qu'on peut continuer à le faire dans le contexte actuel. Il y a aussi la neutralité de la science. Donc, est souvent présenté, souvent brandi, comme quoi de toute façon la science est neutre de tout intérêt, c'est pour l'intérêt et le bien commun, donc on aurait le droit d'avoir un impact aussi grand que ça, parce que la science est neutre et elle est pour le bien de l'humanité. Voilà, à nouveau, on se pose la question, quand on devra choisir entre donner de l'électricité à un hôpital pour qu'il fonctionne et donner de l'électricité pour la recherche, peut-être on se posera les questions différemment. Forcément, je prends des trucs qui demandent de trancher, voilà. Et c'est un peu dans le même package, la science sacrée d'utilité publique à l'origine des connaissances, et donc d'impacter notre activité de recherche, ça impacterait la création des connaissances, et donc en ça serait sacré, on ne devrait pas ralentir la recherche. Donc on sait que du coup la recherche est utilisée pour la compétition internationale, qu'en fait, c'est pas si sacré qu'on aimerait, et je pense que un peu les personnes qui font de la recherche, en tout cas moi c'était ce pourquoi j'ai rejoint la recherche, parce que j'avais vraiment envie de participer à cette création de connaissances, mais pour autant, on n'a pas un impact qui est neutre. Il faut quand même pondérer cette création de connaissances avec l'impact qu'elle a. Donc, la question, c'est est-ce qu'on veut pouvoir continuer à faire de la recherche? Et peut-être que pour pouvoir continuer à faire de la recherche, il faut devenir des pionniers et des pionnières de la recherche éco-responsable. Moi, ce que j'invite à faire, c'est d'aller au bout de la démarche, de ne pas s'arrêter juste
à calculer des bilans gaz à effet de serre et de vraiment prendre prendre des mesures concrètes. Et un exemple typique, et j'en discutais hier avec des collègues du Musée de l'Homme, c'est les bâtiments. On sait qu'au muséum, c'est une des sources d'émissions de gaz à effet de serre. C'est aussi un des leviers sur lesquels on a le moins la possibilité d'agir parce que c'est des bâtiments classés, parce que c'est l'État qui doit financer la rénovation thermique de ces bâtiments-là. Bon, bah, est-ce que l'idée, c'est de continuer à chauffer des volumes ou est-ce que l'idée, c'est de continuer à pouvoir travailler dans nos bâtiments et juste on se retrouve à tous et toutes avoir des plaids dans nos bureaux et prendre des bouillottes et changer la manière, parce que c'est hyper récent en fait, la manière de chauffer des volumes, enfin la manière de chauffer les humains. Parce qu'il n'y a pas très très longtemps, on ne chauffait pas des volumes, on chauffait des individus. Donc il y a des gens encore qui ont des souvenirs de leurs parents qui mettaient je ne sais plus comment ça s'appelle, cette grande, comme une palette à pizza là, qu'on mettait dans la cheminée. Vous voyez pas? Les espèces de bouillottes avec des cendres à l'intérieur. Ça apporte quelques générations quand même. Ça dépend. Et donc, voilà, le GS est encore aussi non, voilà. Bah, mais moi, je parle encore au lien avec ma vie parce que j'ai pas les moyens de chauffer ma maison. Enfin, en fait, voilà, les gens qui vivent dans des passoires thermiques et qui n'ont pas beaucoup de revenus, ils le font encore aujourd'hui. Donc, c'était un exemple un peu rigolo pour dire il faut qu'on sorte des schémas préconçus qu'on a de nos manières de faire. Mathilde, elle a acheté des couvertures pour le labo. Voilà, donc on a des couvertures, mais je ne sais pas avec quoi elles ont été faites. Ah oui, bah oui. Voilà. Il y a un labo de géosciences à Rennes qui a fait oui, des plaids pour tout le monde floqués au logo du labo. Ça peut être un truc team building aussi, voilà, on peut en faire des choses positives. On a des gants, des mitaines, on a des mitaines et des couvertures. Et ça me... Essayez donc de proposer des plaies dixièmes, tu vois. La réaction des collègues va être là. Hein. C'est pas ce problème, moi, c'est plutôt les sud et c'est l'été on cuit. Ah bah oui. L'hiver, ça va. Mais Ouais, les ouais. je parle tout Ouais. là. Des trucs sur les fenêtres, Les cartons, tous les cartons qu'on balance. Alors oui, bah, nous on a mis quand même 2 ans et demi à avoir une fenêtre remplacée pour plus, peut-être 3 ans. Oui. Là, c'était, on a vu la différence. Hein. Bah oui, il y a des choses. Oui, bah, donc les travaux. On a encore les fenêtres, elles sont en hauteur, mais vous ne faisez pas les tracés mal, c'est pas un espace à mi-hauteur, avec 2 vitres qui sont superposées. Ah oui. Et donc, il y a un courant d'air qui est. C'est bien. À l'hiver, c'est dur. à l'hiver, je mets du coton. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas chauffer les volumes. Enfin, ici, dans ce contexte de bâti, ici, oui, on chauffe l'extérieur. Bon, du coup, la question, c'est un peu à l'ISIEB, parce que là, c'était un séminaire de l'ISIEB. Vous êtes pour ou contre une recherche responsable? Parce que ça suffit pas, du coup, de se dire pour. Ben non. Il faut se dire pour, mais il faut agir en conséquence. Ben, on parlera en fait. Si on arrête. Non, parce qu'en fait, la question, c'est quand même, on peut tous et toutes se dire pour une recherche éco-responsable, mais si on ne le fait pas, si on ne se donne pas les moyens de le faire, on ne fait pas une recherche éco-responsable. Donc, ça ne suffit pas de s'afficher pour. Il faut le faire. On peut plus, enfin, on a un capital sympathie auprès des citoyens et citoyennes, en plus du fait de notre statut professionnel. On est une des professions dans lesquelles les citoyens et citoyennes ont encore le plus confiance. Et donc, ils pensent qu'on est exemplaire. En plus, quand on travaille sur l'écologie, voilà, tout le monde, enfin, quand je vais à l'extérieur de la recherche et que je dis que, bah non, des végétariens et végétariennes dans l'enseignement supérieur, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Ou des gens qui circulent en vélo. Enfin, les citoyens et citoyennes lambda, on va dire, ils sont hyper choqués. Parce qu'on se présente comme exemplaire. Parce qu'on travaille sur, nous, les forêts en Guyane. Et donc, ça donne tout de suite une image voilà, grandiloquente. Par contre, on y va, certaines, 4 fois par an en avion, bah, on a un impact. Nous, on tue... J'annule ta mission. On annule la mission. On annule la mission. Exactement. Non, mais c'est ça. Donc, au-delà de s'afficher pour ou contre pour une recherche éco-responsable, il faut la faire. Sinon, il faut honnêtement dire, bah non, on ne fait pas une recherche éco-responsable. Notre recherche, elle est écocidaire. Il n'y a pas de statu quo, en fait. Il n'y a pas de neutralité là-dedans.
C'est soit on fait une recherche éco-responsable, soit elle est écocidaire. Et disons-le honnêtement, ayons au moins cette honnêteté. Donc quand même, comment est-ce qu'on peut faire une recherche éco-responsable? Il y a quand même des manières de le faire. Il y a le schéma directeur du développement durable et de la responsabilité sociétale produit par le CNRS qui nous donne des grands axes. C'est une de nos tutelles, hein. Donc on peut s'y référer, ça nous donne des idées de comment mettre en place une recherche éco-responsable dans nos UMR. Je vous invite à le lire par ailleurs. Il y a le plan de sobriété du muséum, donc avec ces 5 indicateurs pour orienter l'action éco-responsable au sein du muséum. Et pour info, il y a beaucoup de liens avec le plan du CNRS. Hein. Oui. C'est pas indépendant, on a échangé pas mal sur la structuration. Oui. Donc le plan du CNRS, il court sur 2025-2027. Le plan de sobriété du muséum a été produit en octobre 2024. Je ne sais pas s'il a une temporalité aussi. Il sera revu avec des échanges avec le conseil d'administration. On avertit et on informe le conseil d'administration de l'évolution. Et on veut que ce soit souple, on ne veut pas que ce soit un truc complexe à remettre à jour. On veut que ce soit sur la durée avec une observation de la réduction de nos impacts négatifs. OK. Donc, à savoir que pour ce plan de sobriété, donc, il y a un comité de pilotage et un comité de suivi, c'est ça? Et ils rendent des comptes. Enfin, je ne sais pas, en fait, Oui, comment est-ce qu'il y a des évaluations au conseil d'administration. Il y a 12 actions dans le cadre du plan de sobriété, donc, qui avaient été présentées par le président du muséum en mars, le 20 mars, c'est ça? Donc, normalement, on a tous et toutes eu accès. Enfin, il est disponible sur l'intranet. Il y a le replay de la présentation qui est disponible aussi, si on veut s'en informer. Et il y a 12 actions, et nous, on est, pour la recherche, on est l'action numéro 7. Et dans ce contexte-là, il y a le groupe éco-responsabilité de la recherche du muséum. On prend 1 à 2 représentantes par UMR, qui se réunit 3 fois par an, j'avais compris. Enfin, 3-4 fois. 3-4 fois par an. Et c'est notamment des échanges de pratiques. Dernièrement, ça a été beaucoup des échanges autour du plan de sobriété, parce que justement, on était en questionnement. Là, ça a été validé par le conseil d'administration, donc c'est un petit peu plus clair. Et les groupes de travail sur chacune des 12 actions invitent aussi la recherche. Oui. Et on a commencé à avoir, moi j'ai croisé tout à l'heure le pouvoir Visio-Thierry, elle a participé à un des groupes de travail, notamment Oui, sur l'informatique, sur le numérique. Voilà, on était ésotérique. Notre intention, c'est de ne pas cantonner la recherche à l'éco-responsabilité de la recherche. L'éco-responsabilité de la recherche, c'est un temps de partage, mais travailler les autres actions avec la recherche. Donc, à l'échelle de l'éco-responsabilité de la recherche, il y a certains départements de recherche qui ont investi des fonds pour réaliser des bilans gaz à effet de serre dans toutes les UMR. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc, c'est Hommes et Environnement. Je ne sais pas quel est le nouveau nom. Ça. C'est Sens. Sens, OK. Donc, ce département-là qui a investi de l'argent, c'est ça, pour faire des bilans gaz à effet de serre. En origine et évolution, je ne pense pas. Et nous, dans Aviv non plus, à ma connaissance, et c'est les UMR qui prennent les initiatives de financer les bilans gaz à effet de serre. Donc, comment est-ce qu'on fait pour... Excuse-moi, là, je rejoins ce que tu viens de dire, c'est travailler à la mesure, c'est une dépense qui n'est pas une action. J'ai pas compris, désolé. Mesurer des gaz à effet de serre, c'est intéressant, hein, on sait où on en est, mais ce n'est pas réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Ouais. Donc là, je te rejoins tout à fait par rapport à ta remarque d'avant, et c'est pour ça que c'est pas parce qu'on n'a pas mesuré qu'il ne faut pas avoir cette responsabilité de questionner nos impacts, questionner nos achats, questionner les potentielles boucles d'économie circulaire, achats d'occasion plutôt qu'achats neufs, comme le permettent certains dispositifs ANR, par exemple. Il y a beaucoup d'actions après possibles, même sans avoir auparavant effectué la mesure. On va quand même nuancer très rapidement, c'est quand même un outil hyper important pour voir où sont les gros postes d'émission. C'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Donc, par exemple, au labo, on a fait, et en même temps, on a fait un plan, 5 plans différents, du moins en agissant sur différents leviers et pour diminuer de 10 à 15% des émissions. Oui, les scénarios de sortie, c'est ça. Voilà, mais ça s'appuyait sur nos émissions en 2019. Et
Et donc, au début, il y avait pas mal de gens qui disaient, bah voilà, on va arrêter d'acheter des pipettes, on va acheter des numériques, machin. On s'est rendu compte que c'était des ordinateurs pareils. Ouais. Donc, on s'est dit, bah, peut-être si on doit avoir un impact fort, on ne va pas se concentrer, passer l'énergie sur ces petits postes, mais plutôt sur les gros. Donc là, c'est à l'échelle de BioArc. Il y a Labo 1.5 qui nous enfin, qui peut nous aider quand même hein, dans tout ça, dans ces démarches qu'on entreprend. Et notamment, alors c'est pas toujours facile d'obtenir des infos, je trouve, par Labo 1.5, et j'ai eu la chance d'obtenir cette petite diapo qui nous résume un peu la démarche. Donc les démarches, souvent éco-responsabilité de la recherche, elles partent d'initiatives individuelles, hein, d'intérêts individuels. Pour y arriver, il faut réussir à obtenir le soutien de la direction de l'unité. Le mieux, c'est peut-être de devenir DU. C'est une blague. Il faut se structurer autour d'un groupe, un ou deux chercheurs, chercheuses isolés dans une UMR. C'est pas suffisant, on va pas y arriver, c'est trop de charges, trop de responsabilités. Donc il faut vraiment réussir à mobiliser autour de nous pour pas être seul pour réaliser ça. On quantifie le bilan gaz à effet de serre avec les outils Labo 1.5. On met en place des actions de sensibilisation. Il y a aussi dans Labo 1.5 un questionnaire initial qui permet de situer un peu où est-ce que les personnes de l'UMR se situent du point de vue éco-responsabilité. Évidemment, ce n'est pas un processus qui se fait en déconnexion du reste de l'UMR, même si vous avez constitué un petit groupe, il faut réussir à aller en assemblée générale, à mettre en place des discussions libres et ouvertes pour que tout le monde puisse, même les personnes, en fait, en assemblée générale, pour que même les personnes qui ne sont pas là aujourd'hui participent à la discussion et soient au moins informées. L'idée, ce n'est pas de passer pour des, entre guillemets, khmers verts à avancer dans notre coin. Il faut réussir à quand même rassembler autour de cette dynamique. Alors, la scénarisation, c'est ce dont parlait Antoine dans son UMR. Donc, faire des scénarios de sortie des émissions de gaz à effet de serre, de réduction de notre bilan gaz à effet de serre, des ateliers participatifs pour réussir à, toujours à embarquer le plus de personnes, puis à rendre concrètes, en fait, les actions qui sont nécessaires à prendre pour sortir. Donc, ça veut dire réduire les achats, ça veut dire peut-être mettre en place des quotas d'émissions, peut-être se dire que les moments où on mange au sein de l'UMR pour les séminaires, pour les assemblées générales, ça va être des repas végétariens, etc., etc. Il y a plein de possibilités, mais ça demande d'être discuté dans des ateliers participatifs. Et, in fine, ça permet de produire une charte avec des objectifs de réduction. C'est une charte d'éco-responsabilité de la recherche au sein de nos UMR qui nous permet d'avoir notre fichier directeur. Et puis après, en parallèle, entre guillemets, il faut quand même agir. Enfin, il faut les mettre en place, ces trucs-là. Donc là, la question se pose, par exemple, quand on décide dans la charte, c'est une question qu'on s'est posée au sein du groupe de réflexion Mecadev. C'est OK si on décide de diminuer l'empreinte carbone d'émissions, donc on a un quota sous telle distance ou sous telle durée, on ne peut pas prendre l'avion, ou on peut prendre l'avion X fois dans l'année, mais pas plus, et c'est reportable avec un bonus ou un malus d'une année sur l'autre. Comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on fait si moi je demande 6 ordres de mission avec avion pour partir jusqu'à Toulouse? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va dire, ben non, Kaina, je ne te signe pas tes ordres de mission. Tu ne respectes pas la charte. On ne peut pas. Il faudrait un règlement intérieur. Ah si, à Toulouse, tu peux. Ah non, je sais pas. Non, Toulouse, tu peux. Non, parce que moi, je peux à Toulouse en train. Je peux à Toulouse en train 5 à 6 fois par an, donc 5 heures de... Oui. Et je peux le faire en train. Oui, mais c'est très bien. Parce que tu ne veux pas prendre l'avion. Non, je crois que je ne peux pas. Tu ne peux pas. De toute façon, je ne veux pas parce que j'ai du matériel avec moi. Oui. Enfin, en tout cas, je sais que Nantes-Toulouse, ça se fait très bien. Les gens de Airbus, ils le font très très bien. Et ils disent, peut-être qu'on va arrêter de le faire, ou le faire juste une semaine sur 2, ou 2 fois par mois, enfin 1 fois par mois. Ils en sont à ce niveau-là de réflexion. Enfin, toujours est-il que voilà, il faut prendre des actions, mais il faut aussi se poser la question, OK, quand il y a quelqu'un qui ne respecte pas dans l'UMR ce qu'on a décidé collectivement, ce qu'on a voté collectivement en Assemblée générale, comment on fait? Parce que si on ne pense pas à ça, en fait, on va se retrouver avec des personnes qui ne jouent pas le jeu. Et donc voilà, c'est un engagement collectif. Donc il y a ce plan, une fois qu'on a défini les actions, il y a le plan d'action, on le vote. Et éventuellement, on demande aux tutelles, on impose aux tutelles, c'est au choix. Et on partage. On partage parce que ce qu'on fait, nous, dans notre coin, en fait, ça sert aux autres. Les réflexions, on est tous et toutes là dans nos UMR à réfléchir à tout ça
Mais il faut qu'on puisse partager entre nous. Enfin, c'est l'objectif aussi d'être venu aujourd'hui vous parler de ces réflexions-là, c'est que ce ne soit pas juste à MECADEF que ça se passe, mais c'est à l'échelle de éventuellement toutes les UMR du MNHN. Il y a des ressources pour nous aider à faire ça. Donc ça, c'est le site de Labo 1.5. On a accès à une carte quand on s'inscrit sur le site avec, on peut regarder sur Paris toutes les actions qui ont été prises, les chartes des différents labos qui ont bien voulu les partager. Donc il y a de quoi, du matériel sur lequel partir. Et on n'est pas obligé de réinventer à chaque fois tout, hein. Il y a vraiment du matériel qui est déjà existant. L'Université de Rennes 2 a fait un guide de réduction de l'empreinte carbone de la recherche avec, où ils ont listé par exemple les outils du labo 1.5, différents ateliers de sensibilisation qu'on peut essayer de mettre en place dans nos labos pour faire évoluer la culture commune à ce sujet-là. Et nous, à l'échelle de MECADEF, on a créé une carte mentale dans laquelle on a résumé un petit peu toutes les actions qui sont prises là à l'échelle de Paris notamment, parce qu'on voulait lister les actions des labos qu'on pouvait aller rencontrer pour aller discuter avec les collègues qui ont déjà mis les choses en place. Et enfin, je voulais juste vous partager voilà, le fait que nous, à MECADEF, on est en train de réaliser le bilan gaz à effet de serre. Donc, c'est Diana qui est en stage de M1 qui réalise ça, qui est encadrée par Eric et moi. Donc, elle réalise ça pendant 4 mois. Elle est en train donc, de faire des extractions des outils de gestion pour avoir accès aux achats, aux missions. Elle a envoyé des questionnaires aux différentes personnes de l'UMR pour connaître comment est-ce qu'elles font pour se déplacer pour venir au travail depuis chez elles, quelle est leur alimentation au travail. Donc, ça repose à la fois sur des extractions, des outils de gestion administrative, mais aussi de la participation des uns, des unes et des autres. Sans ces formulaires, sans ces questionnaires, on ne peut pas réaliser le bilan de gaz à effet de serre. Après ça, elle réalisera des scénarios de réduction du bilan gaz à effet de serre au sein de l'UMR et un plan de transition. C'est les objectifs. Et évidemment, tout ça se fait en interaction constante avec les gens de MECADEF. Enfin, pour l'instant, elle est arrivée il n'y a même pas un mois. Donc, on n'a pas encore eu l'occasion qu'elle vienne en séminaire de MECADEF pour échanger. Mais en fait, l'idée, c'est quand même ça, qu'elle vienne participer aux réunions du groupe de réflexion éco-responsabilité de la recherche. Et puis qu'on fasse des séminaires ouverts à tout MECADEF. Évidemment, tout le monde ne viendra pas. Mais au moins, on aura tenté de rassembler et d'ouvrir la parole pour que les personnes qui souhaitent s'exprimer viennent échanger. Au sein de notre groupe de réflexion et co-responsabilité de la recherche à MECADEF, il y a eu des personnes qui sont venues qui nous ont dit bon, ben, moi, je suis vraiment pas convaincue par cette mode des bilans gaz à effet de serre. C'était hyper intéressant comme échange parce que c'est pas souvent que ces personnes-là prennent la peine de venir échanger avec nous. Et c'était bien de ne pas avoir que des personnes convaincues. Et c'est aussi des espaces d'échange et de discussion. Et l'idée, c'est des espaces de test. De toute façon, on n'a pas la solution. Il faut qu'on se mette en action. On va essayer des choses. Et, comme ça, on est compétent pour le faire. C'est notre cœur de métier. On tente des choses. On émet des hypothèses. On dit, OK, on va tenter de sortir de ce bilan gaz à effet de serre comme ça, de le réduire de cette manière-là. Et on refait le bilan l'année prochaine pour voir si ça a un impact, ou dans 2 ans, ou dans 3 ans. C'est un espace d'expérimentation. Pas ça, et juste pour vous dire que, pour rappeler un petit peu comment est-ce qu'on crée du changement, donc à l'échelle de nos UMR, on est à une échelle, c'est-à-dire une échelle locale. Il y a l'échelle du muséum, il y a l'échelle du CNRS, il y a l'échelle de la recherche en France, l'échelle de la recherche à l'international, l'échelle de la société, etc. Là, on a une échelle locale, c'est évidemment pas celle qui est, elle est indispensable, mais elle n'est pas suffisante. Il faut qu'on agisse à toutes les échelles. Mais on ne peut pas se dire, en fait, il faut que ça vienne du général pour que ça ait un impact local. On ne peut pas se soustraire de ces changements à l'échelle locale. Et c'est un petit schéma que j'aime bien qui représente les 3 pieds du changement social. C'est que pour créer un changement, il faut créer des alternatives. Donc, c'est ce qu'on essaye de faire en se disant, OK, comment est-ce qu'on va vers une éco-responsabilité de la recherche? Il y a la coéducation qui est nécessaire, venir parler aux autres UMR, à l'international, etc., pour partager les savoirs, les pratiques. Malheureusement, il y a aussi, ou heureusement, ça dépend qui on est, la nécessité de créer un rapport de force parce qu'on sait très bien que ces changements-là, s'ils n'ont pas lieu quand on les demande, c'est parce qu'il y a des intérêts contraires qui empêchent le changement. Donc, on ne pourra pas obtenir un changement à grande échelle sans créer des rapports de force, sans aller taper du poing sur la table chez nos tutelles, par exemple, pour dire, OK, là, ce n'est pas suffisamment ambitieux. Là, ce que vous nous demandez ou ce que vous affichez, ça ne correspond pas à ce que vous faites. C'est la même question que, OK, on s'affiche faire de la recherche éco-responsable, mais on ne le fait pas vraiment.
Mais en fait, ça veut dire qu'à nos échelles, en tant que personne des UMR, il faut qu'on soit honnête et qu'on aille taper du poing sur la table auprès de nos directions quand les choses ne sont pas faites. Mais il faut que les DU aillent taper du poing sur la table à l'échelle du MNHN quand c'est pas fait. Il faut qu'on aille taper du poing sur la table à l'échelle du CNRS quand c'est pas fait. En fait, on est aussi les garants du statu quo. Donc, si on ne crée pas de rapport de force, ben juste on va continuer à faire la recherche comme on en fait depuis toujours. Et puis on ne va pas sortir de ces schémas écocidaires. Je pense que je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. Merci. On a une petite dizaine de minutes des questions et d'échanges. Alors, bah, toi aussi, de toute façon, il faut que tu partes pour 14 heures. Ouais. Alors, juste bien, j'avais une question en ligne. Est-ce qu'il y a des actions vers et avec la société dans le plan du muséum, notamment diffusion des connaissances? Est-ce qu'il y a une partie qui est prévue avec le grand public, la société? Ben, dans le plan de sobriété, aujourd'hui, c'est l'action 11, sensibilisation, formation. Donc, en effet, dans toutes les approches de type développement durable, on a des premiers temps qui sont l'identification des différentes parties prenantes avec des matrices de matérialité, l'identification de l'impact et des liens qu'on peut avoir. Oui, c'est prévu. Oui, oui. Après, il y a aussi une responsabilité de la recherche sur l'identification, la compréhension des impacts positifs de ce flux de recherche, expertise, diffusion, enseignement, formation, de passage de messages. Et c'est pour ça que la biodiversité n'a pas été et en pole position pour le muséum dans son plan de sobriété, c'est qu'est-ce qu'on a comme message à lui faire passer, notamment pour éviter des effets de peut-être maladaptation si on fait trop de focus sur le changement climatique et que l'on ne regarde pas à côté d'habitat coucheur et que voilà. Donc il y a ces réflexions et cette complexité de réponse à apporter opérationnelle. Moi, je suis assez frileuse vis-à-vis de ça parce que quand même, on est les mauvais élèves dans le lot. Donc, qui on est pour aller vers la société civile, sachant que on émet 14 tonnes,7 par an par agent et que les employés moyens émettent 360 kilos. Enfin, il y a comme... Je ne sais pas si le sens de la question c'était ça ou si c'était plus, est-ce qu'il y a en termes de communication, voilà ce qu'on fait au muséum par rapport, enfin voilà, je ne sais pas trop. En termes de communication aussi. On en a parlé avec notamment le CESCO, avec un petit groupe de travail du CESCO, on ne veut pas commencer à communiquer sur les impacts positifs avant d'avoir sécurisé la réduction des impacts négatifs. Et les impacts négatifs, on le rappelle, c'est nos impacts, on en a sur la biodiversité, il faut mieux les qualifier, il faut mieux les comprendre pour y travailler. Impact sur les consommations d'énergie, sur les générations de déchets, sur les consommations d'eau et sur les gaz à effet de serre également. En fait, on veut vraiment passer à l'action par rapport à ça. On est hyper aligné par rapport au message que tu passes. Les déchets, c'est encore pire que le CO2. Ça fait combien de temps qu'on parle du tri? D'ailleurs, tu m'avais envoyé un message, tu avais proposé un renseignement. Là, on a rencontré ce matin des prestataires qui vont nous accompagner sur l'amélioration du tri dans les bureaux. C'est pas facile, on est au contact et ça va changer. Oui, mais l'impact environnemental du tri des déchets, on le sait aussi depuis les années 2000, on nous bassine avec le recyclage, mais on continue tous à fonctionner au fioul. Enfin, je veux dire, c'est pas... Pour moi, c'est aussi... en fait, c'est se centrer sur le tri des déchets, c'est se centrer sur les actions individuelles qui ont assez peu d'impact. Les plastiques dans l'océan, ça n'a pas d'impact? Alors, oui, d'accord. Si, les plastiques dans l'océan, mais... En fait, c'est la problématique de l'approche et de l'empreinte environnementale. On a beaucoup d'impact en termes de les PFAS, ce qui ressort, c'est énorme en fait, tous nos impacts environnementaux. Quand tu parles du changement climatique, c'est un aspect. Oui. Donc, les déchets et nos pollutions, ce sont... Oui, mais moi, ce que je veux dire, c'est qu'on nous a tellement brainwashé avec les déchets que quand on pose la question, par exemple, à l'échelle de Mecadev, quel est le truc le plus important à faire, c'est de mettre des poubelles ou que les personnels de ménage arrêtent de changer les sacs poubelles quand ils vident les poubelles. Je suis désolée, c'est pas ça. Quand on est financé par Total,
je dis pas nous à l'échelle de mes cadets, mais par exemple, il y a une chaire sur la géo-ingénierie qui est financée par Total, au Collège de France. On se dit, non, enfin, on marche sur la tête. Même être financé par AXA ou des grosses banques, quand on fait du mécénat à l'échelle du muséum, on est financé par les énergies fossiles. Et ça, ok, on va trier nos déchets, mais on va continuer à être financé par les énergies fossiles. Donc en fait, nos activités de recherche, elles dépendent des énergies fossiles. Donc, enfin, moi, il y a aussi un truc d'ordre de grandeur à poser. D'accord, c'est hyper important de trier ces déchets, mais quand on continue à faire n'importe quoi à côté, c'est pas suffisant. C'est dire qu'on fait n'importe quoi. C'est ça que je ne peux pas accepter. Il y a des compromis en termes de fonctionnement et en termes de financement et en termes de voilà. Moi, la question que je C'est pose du plan de sobriété, c'est vers quelle société on veut aller. Ouais. Parce que c'est pareil pour le schéma directeur développement durable du CNRS. Quand il y a développement dedans, pour moi, ça sent mauvais. Ça sent croissance verte. Alors qu'on sait qu'on peut pas, il n'y a pas de croissance infinie dans un monde fini. Du coup, c'est vraiment vers quel modèle de société on veut aller et continuer à faire du développement durable et à mettre des rustines sur des plaies ouvertes. Ça ne marche pas pour moi. On ne peut pas se satisfaire de faire Une fois de plus, du recyclage. Je pense qu'on partage un peu parce qu'on était Juste pour, il nous reste plus dans le temps, pour recentrer sur le côté éco-responsabilité de la recherche, du coup, au niveau de votre unité, quelles mesures vous avez justement envisagées, si on parlait du concret, par exemple? Quelles mesures pour réduire notre bilan gaz à effet de serre? Alors, à l'heure actuelle, on est en train d'essayer de discuter de comment est-ce qu'on s'organise pour discuter. D'accord. C'est mettre le bilan en cours, mais Le est-ce bilan que est en vous avez cours. pris de l'avance pour déjà... Non. Alors, on s'est posé la question de quels étaient les petits chantiers, les gros chantiers qu'on souhaiterait faire. On a identifié le fait que, notamment, on n'a aucune visibilité sur le matériel informatique à l'échelle de Mecadev. Par contre, c'est très difficile pour l'instant de trouver qui pourrait prendre le temps de faire un inventaire du matériel informatique. Mais tout le matériel, il est déjà... a priori, non, il n'est pas inventorisé, lui? Enfin, A priori, non. ouais. Non, il y a des choses qui ont pas, enfin, il y a du matériel informatique qui est étiqueté et qui est recensé quelque part, mais tout ça, c'est pas généralisé. Et encore aujourd'hui, quand on a des stagiaires qui arrivent, on en arrive à acheter des écrans, par exemple, et pas à se dire, bon, bah, en fait, où sont les écrans inutilisés dans le labo? Oui, sur les écrans, c'est du consommable. En tout cas, c'est facile à acheter, mais en fait, on ne se représente pas l'impact. Enfin, on a discuté de ça, on a discuté de mettre en place, enfin, de réussir à faire des repas végétariens lors des rassemblements. Mais enfin, c'est vraiment des propositions, c'est à l'échelle de la discussion de quelles sont les possibilités, mais ça n'a pas été du tout voté avec de Mecadev. Mettre en place un quota, enfin, il y avait déjà a priori des quotas pour les déplacements dans le cadre professionnel. Donc avec pas d'avion pour moins de 6 heures en train porte à porte entre gares. Mais on avait la problématique que c'était pas effectif. Donc là, on discute de comment est-ce qu'on va pouvoir faire ça, enfin comment est-ce qu'on pourrait faire ça. Donc en fait, grosso modo, on s'est dit une des choses à faire, c'est essayer de rédiger une charte, prendre les différents volets d'émissions de gaz à effet de serre et se dire quelles sont les propositions qu'on peut faire à l'UMR pour essayer d'infléchir les émissions de gaz à effet de serre. Oui, donc mission informatique. Achat, déplacement domicile-travail. Diana, qui est là actuellement, elle souhaiterait, par exemple, faire en action de sensibilisation, faire une newsletter des infos écolo du labo. Et notamment, on se disait, pour inciter les gens à manger végé au travail, est-ce qu'on listerait pas les restos dans le coin là, qui proposent des options végé ou vegan accessibles? Enfin, il y a des petites actions, il y a des gros chantiers et il y a des... Vous en êtes aussi, comme à l'ISIAD, on en est même un peu en dessous de vous. Ouais. Voilà, aux discussions. Parce que je sais que nous, ces 7 dernières années, ça n'a pas... Ouais, les 7 dernières années? 7 dernières. 7 dernières années. Mais les 7 dernières années non plus, du coup. Parce que du coup, nous, on se réunit une fois par mois. On est un petit noyau dur de 4-5 personnes. Il y a quelques personnes qui viennent, qui vont et qui viennent de temps en temps. On est vraiment dans les tout débuts, parce qu'on alterne entre discussions concrètes de OK, qu'est-ce qu'on va faire, et puis des discussions plus
comment dire, de fond, est-ce que nos recherches, c'était une discussion qui était sortie il y a 2 réunions de ça, est-ce que nos recherches sur la biodiversité, elles ont un impact en termes de protection de cette biodiversité? Est-ce qu'on peut continuer à se dire, en fait, nos recherches sont indispensables parce qu'on permet de protéger le vivant? Et il y avait des avis divergents. Mais est-ce que ça veut dire qu'il faut laisser tomber les recherches qui ne protègent pas le vivant, un peu des recherches très fondamentales qui documentent les processus évolutifs, mais qui n'ont pas de reconnaissance directe? Enfin, est-ce que c'est aussi des questions que vous vous posez, en gros, de faire que des recherches, ça fait partie de la liste des questions là, que tu posais au début? Ouais. Euh, À l'échelle de Mécadem, on n'en est pas encore arrivé là. On s'est dit, OK, il faut qu'on arrive à se prévoir un temps où on échange dans des conditions qui permettent de pas juste s'écharper parce qu'on a des avis divergents et que les sensibilités individuelles ne sont pas prises en compte. Mais moi, là, c'est ma position individuelle. À cette question-là, j'aurais tendance à dire, en fait, il faudrait faire une convention citoyenne sur la recherche. Demander, parce que c'est de l'argent public qu'on utilise, qui est utilisé pour financer nos sujets de recherche. Donc, est-ce que c'est considéré comme prioritaire? Et peut-être que c'est à pondérer, en fait. Enfin, on peut essayer de réfléchir à des choses un peu intelligentes. Et il y a des associations, enfin, il y a des genre Sciences citoyennes qui est listée là, qui réfléchit à ça. Enfin, on peut aller chercher des solutions de cet ordre-là aussi, quoi. Faut qu'on arrête une... Ouais. Mais toi aussi, hein, il me semble qu'à 14h, tu as quelque chose. Hein, Ouais, c'est pas que tu es de Bon, ça va, c'est en visio, donc. Bon, du coup, je vais couper la visio et puis bon, on peut discuter entre nous comme Ouais. ça. Merci beaucoup aux personnes en Merci, ligne. au revoir.